Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Thierry Oswald pour la sortie en Pléiade de Joseph Kessel. Thierry Oswald, bonjour. Bonjour, Shlomo. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je vous présente, vous êtes agrégé de lettres modernes et vous êtes maître de conférences à l'université de Limoges. Vous avez pris part à cette extraordinaire aventure de l'entrée de Joseph Kessel dans la Pléiade. Ça n'a pas été facile parce que il y a eu pendant très longtemps des préventions. Son œuvre est très, très protéiforme. Il y a des reportages, il y a des contes, il y a des récits, il y a des nouvelles, il y a des romans. Et on ne savait pas comment le ranger. Est-ce qu'il est journaliste? Est-ce qu'il est écrivain? Alors, comment les choses ont-elles fini par se faire? Eh bien, comme toujours, un peu par hasard, il faut bien reconnaître, comme vous le dites, que Kessel a traversé un purgatoire pendant presque 40 ans, qui est dû en grande partie à la mauvaise réception de son œuvre littéraire par, je dirais, la critique parisienne, et surtout à l'époque du nouveau roman, dans les années 60-70. On l'a catalogué rapidement comme un écrivain, je dirais, de type traditionnel, et très éloigné des recherches expérimentales dans l'écriture, et on l'a catalogué comme un écrivain du coup mineur, un simple journaliste, un écrivain journaliste. Donc ça lui a fait beaucoup de tort. Et puis il s'est trouvé, il y a très peu de temps, qu'on a retrouvé une grande partie de ses manuscrits chez un notaire de La Rochelle qui a décédé et qui a donc divulgué son fonds. Et là, il y avait une mine. Il y avait sa correspondance, il y avait des manuscrits très importants et énormément de choses. Et Serge Linkes, qui est maître de conférence à mon collègue à La Rochelle, a soumis un projet Pléiade à Gallimard, qui a été accepté parce que. Alors on va parler de la manière dont Gallimard a procédé pour cette Pléiade, mais vous dites on le considère un peu comme journaliste, et c'est vrai que il parcourait le monde sans arrêt, et le reportage et le roman se mélangeaient un peu chez lui, c'est-à-dire on pouvait parfois lire ces reportages dans un quotidien et les retrouver parfois dans un roman. Oui, alors Kessel, c'était une sorte d'expert en la matière, la technique du recyclage et du rafistolage, c'est-à-dire que il n'hésitait pas à assembler ses reportages pour en faire un roman ou pour en faire un livre. Il avait besoin de beaucoup d'argent parce qu'il était très dépensier, et donc il faisait flèche de tout bois, en quelque sorte, pour subvenir à ses besoins. Donc ça, c'était des pratiques qui étaient courantes chez lui, passer du reportage au roman et au livre indifféremment. Ceci dit, ça n'était pas purement alimentaire, ça obéit chez lui, je crois profondément, à une démarche vraiment intérieure. C'est-à-dire que, au-delà du cliché qu'on peut avoir de Kessel, c'est-à-dire l'image d'un écrivain facile qui a la plume, qui tire à la ligne en quelque sorte, je crois qu'il y avait dans son désir d'écrire des romans une sorte d'accomplissement nécessaire de son travail de journaliste. Il faut dire aussi que son travail de journaliste était très différent de ce qu'on entend par un travail de journaliste aujourd'hui. C'était la période de la grande presse, et les envoyés spéciaux avaient une certaine auréole, les notes de frais, ça y allait, etc. Et donc, on pouvait envoyer les gens aux quatre coins du monde, ce qu'il faisait lui réellement. Absolument. Alors c'était effectivement de ce point de vue-là un aventurier hors pair, un bourlingueur. Il est allé partout dans le monde à peu près, sinon en Amérique du Sud, mais je crois dans tous les continents. Et il avait une idée de son métier de journaliste qui, je pense, n'a plus vraiment cours aujourd'hui. Le reportage étant, je dirais pour lui, une sorte d'archéologie du quotidien.
C'est comme ça que je le définirais. Il s'agissait pas simplement de faire des papiers ou de la sensation ou d'attirer la clientèle, mais il s'agissait d'étudier le terrain, de faire travail d'anthropologue et d'éclairer ses contemporains sur des réalités de l'autre monde, sur la réalité de l'étranger qui, à cette époque, était encore très lointaine. À une époque où les médias ne communiquaient pas de manière aussi rapide et aussi efficace qu'aujourd'hui. Et alors, il y a le côté aussi baroudeur, et on va prendre deux exemples des textes que vous avez traités, vous, dans la Pléiade. D'abord, il y a Makhno et sa juive. Ça ressemble un peu à une légende tirée de la tradition russe, avec beaucoup de violence et un peu de morale aussi. Et c'est vous donc qui avez traité ce récit. Et apparemment, vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est un récit authentique, en tout cas qui est tiré de faits réels, non ? Oui, alors... Kessel a eu connaissance des pogroms très tôt, dans les années 20, et il a pris connaissance, il a rencontré, je dirais, le personnage de Makhno dans un article d'un Russe blanc qui est paru ces années-là. À partir de là, il s'est forgé une image de Makhno, à partir aussi de témoignages de juifs qui ont subi les atrocités en Russie et en Ukraine. Il s'est forgé une image, je dirais, personnelle du personnage, qu'il a décidé, au fond, de combattre à sa manière par l'écriture. Alors, la nouvelle qu'il écrit sur Makhno est une reconstruction à partir de ces données historiques qui ont été contestées par beaucoup de commentateurs et de critiques, mais enfin, elles existent, et à partir aussi de sa vie personnelle, et puis aussi à partir d'éléments bibliques, puisque un des personnages, comme je le mentionne dans la notice, un des personnages de la nouvelle, qui s'appelle Sonia, est une sorte d'allégorie du salut du peuple juif, et ressemble à s'y méprendre au personnage d'Esther dans la Torah. Enfin, effectivement, le personnage d'Esther, on y pense à propos de Makhno et sa juive. Vous avez présenté aussi, ensuite on parlera de Kessel et Israël, parce que c'est tout un chapitre qui intéressera sûrement nos auditeurs. Vous avez présenté par ailleurs et annoté Vent de sable dans le tome 1 de la Pléiade, et ça se passe dans le monde de l'aviation autour de Casablanca, Toulouse, Dakar. Il faut dire que Kessel adorait le monde de l'aviation, il adorait les avions. Il écrit d'ailleurs, d'ici très peu d'années, on ne comprendra rien. Guère ce récit, les machines volantes seront si rapides et si sûres, les instruments de bord et leur usage si perfectionné que le vol deviendra une navigation paisible. C'était pas mal vu pour l'époque. Bien sûr. Pour lui, lorsqu'il se rend en Argentine sur les traces de Mermoz disparu, à bord d'un trimoteur d'Air France, avec tout le confort et un barman à bord, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est la négation de ce qu'il recherche dans l'aviation, c'est-à-dire l'héroïsme et l'épopée. Évidemment, ce qui l'a intéressé dans l'aventure de l'aviation, c'est ce côté fondateur, ce côté héroïque et ce côté finalement guerrier qui animait les premiers pionniers, à savoir Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry et tous les autres. Vous parlez de ça, son amour pour l'aviation. Oui, il est très ancien, puisque il a été, pendant la guerre 14, il a servi dans l'aviation. Il a été mitrailleur à bord d'un Breguet, et donc il a combattu comme aviateur. Donc il connaît le monde de l'aviation et il est sensible à la mythologie et à la fascination. Et puis plus tard, en 40, avec les forces françaises libres, avec le général de Gaulle. Absolument. Alors là, il n'a pas participé militairement et activement au conflit, mais là plutôt, il a fait valoir sa plume comme une arme. Hein. Il a combattu, je dirais, sur le plan journalistique et littéraire, plus que sur le plan militaire.
Il voulait être un homme d'action à ce moment-là, mais De Gaulle lui a dit, écoutez, restez à la maison et écrivez un livre sur la résistance, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Alors, ce qui manque, Thierry Oswald, dans cette Pléiade consacrée à Joseph Kessel, mais ça viendra peut-être dans d'autres tomes, s'il y en a, de la Pléiade. Ce qui manque, c'est à la fois les reportages et puis les textes très nombreux sur Israël qu'on ne trouve pas dans la Pléiade, ni dans le tome 1, ni dans le tome 2. Absolument. Alors, je crois que c'est pour des raisons purement techniques. La plupart des écrits sur Israël ne sont pas des romans. Sont de purs reportages, parfois lyriques, mais des reportages malgré tout. Je crois que l'éditeur a fait le choix de privilégier dans un premier temps les récits et les nouvelles, plus que les reportages. Donc ça explique pourquoi. Donc les textes sur Israël qui sont cependant d'une très grande beauté, d'une très grande force, et qui sont une partie intégrante de l'œuvre de Kessel. Donc ça explique pourquoi ils ne sont pas dans la table des matières de ces 2 volumes. À commencer par le premier reportage, le jour même de la création de l'État d'Israël. Il était dans un avion d'ailleurs qui a fait le premier vol pour Haïfa et il a reçu le premier tampon d'entrée, le premier visa d'entrée pour Israël. Et il a raconté ça, je crois que c'était dans France Soir. C'est un de ses premiers textes sur Israël. Absolument. Alors, Kessel est allé 4 fois en Israël dans sa vie, à des moments très importants. Il y est allé d'abord en 1926, si je ne m'abuse, pour rencontrer Haïm Weizmann, donc le fondateur de l'État d'Israël et sioniste de la première heure. Et il a rencontré Weizmann, et c'est lui d'ailleurs, c'est Weizmann qui l'a invité en Israël à voir ce qui se passait, parce que Kessel au départ n'était absolument pas convaincu par la cause sioniste. Ça lui était indifférent, il faut bien le dire, dans les années 20-25. Et en allant en Israël, en 1926, il a une révélation, véritablement, parce que il voit Jérusalem et il voit le mur des lamentations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient convaincu de sa judéité et qu'il va la creuser, l'interroger et la rechercher. Alors ça, c'est le premier contact de Kessel avec Israël. Après, il y a le livre de Terre d'amour et de feu, consacré à l'histoire des premières années de la création de l'État d'Israël. C'est son grand livre sur Israël. Voilà. Alors, Terre d'amour et de feu, c'est la reprise de Terre d'amour qui fait suite au voyage dont je viens de parler. À quoi il a rajouté Terre de feu, qui lui est une série de reportages réalisés après la guerre des 6 jours. C'est-à-dire qu'à chacun de ses voyages, il a publié une série de reportages pour France Soir notamment et Pierre Lazareff. Et Terre d'amour et de feu compile l'ensemble des reportages, à la fois ceux du premier voyage et ceux du 3e voyage, pour faire une sorte de synthèse, de somme de tous les travaux, enfin tous les reportages de Kessel en Israël. Donc ça sort en 1965 et c'est effectivement un livre qui a été remanié, réécrit par lui. Il y a des passages qu'il avait écrits en 26 qu'il a retirés. On voit bien là qu'il a cherché à ne pas fâcher trop non plus une France qui avait évolué sur le plan idéologique. Il y a toute une série de parties sur le monde arabe qui sont retranchées, toute une partie sur le sionisme, l'historique du sionisme qui sont retirés. Il y a des passages très émouvants aussi sur un vieux talmudiste dans une synagogue qui travaille les textes et qui est l'occasion d'un portrait d'une poésie absolument fabuleuse. Il a retiré ces textes pour faire quelque chose de plus lisse et de plus acceptable en 1965. Alors, on espère qu'un jour, vous-même, allez réunir tous ces textes pour les présenter aux lecteurs. Ce serait dommage vraiment que les amoureux de Kessel ne découvrent pas ces textes. Il y a aussi une préface d'un beau livre sur Israël où il raconte sa rencontre avec Ben Gourion. Absolument. Alors ça, c'est une belle préface qu'on retrouve d'ailleurs qu'il a, fidèle à son habitude, qu'il a réédité dans un autre livre qui s'appelle Des Hommes, en 1972. Cette préface, évoque sa rencontre avec Ben Gourion. Les commentateurs, ceux qui les ont vus se rencontrer, parlaient de la rencontre de 2 lions
parce que Kessel avait une grande crinière. On l'appelait d'ailleurs le lion, et on appelait Ben Gurion aussi le absolument, lion. Le vieux lion. Voilà. Même quand il était jeune. Absolument. Et les deux lions se rencontrent et tout de suite le courant passe, et une grande estime mutuelle. Et Ben Gurion répond aux questions de Kessel, et Kessel lui demande quel a été votre meilleur souvenir, votre plus grand souvenir dans cette histoire de la fondation d'Israël. Ben Gurion évoque l'arrivée des Juifs yéménites en Israël qui croyaient en une prophétie légendaire selon laquelle un grand aigle, un jour, viendrait les sauver. Et cet aigle, c'est l'avion, justement, qui a débarqué au Yémen et a rapatrié ces Juifs en Israël. Donc, comme quoi la prophétie s'est réalisée. Et donc, ces Juifs yéménites, leur attitude, leur liesse immense, leur allégresse, était son meilleur souvenir. Il raconte aussi son plus mauvais souvenir, et ça c'est après la guerre du Sinaï, quand après la victoire d'Israël, il a fallu restituer les territoires du Sinaï à l'Égypte. Ça a été pour Ben Gurion une tragédie intime. Alors, il faut dire que ce beau livre sur Israël est paru dans une collection qui s'appelait à l'époque « Israël que j'aime ». C'est assez plaisant de penser qu'il fut une époque en France où il y avait une collection d'une grande maison d'édition qui s'appelait « Israël que j'aime ». Dites-nous quand même... avant de passer au questionnaire, dites-nous ce qui vous a mené à Kessel dans votre propre parcours, et ce qui vous a mené, parce que vous m'avez dit que Makhno et sa juive, c'est quelque chose qui éveillait des sentiments très forts chez vous. Pour quelle raison ? Alors, dans un premier point, l'œuvre de Kessel, je la connais depuis longtemps, je la fréquente beaucoup et je le lisais, ma femme aussi d'ailleurs, et on s'échangeait les romans. Et je crois que c'est justement la profondeur de Kessel, au-delà de l'apparente superficialité du romancier, qui m'a intéressé. Parce que je crois qu'il y a chez lui la quête de quelque chose de très profond, une quête spirituelle, vraiment profonde, et quête, je veux dire, de sa judéité, disons les choses, qui est marquante de bout en bout. Ça me touche personnellement, notamment Makhno, parce que dans mon histoire propre, personnelle, j'ai vécu des choses qui sont très comparables à ce qui s'écrit dans cette nouvelle, puisque dans ma famille même, il y avait un Makhno et une Sonia. J'ai un père qui était d'origine slovène, militaire, marqué par son enfance très dure et devenu très brutal, très violent. Et puis j'ai une mère juive d'Afrique du Nord, née à Rabat. Ayant vécu à Casablanca. Puis à Meknès. Les deux se sont rencontrés, un peu comme Makhno et Sonia dans la nouvelle. Et c'est le même processus qui s'est enclenché entre eux, à savoir que j'ai eu le sentiment que ma mère avait, autant que faire se peut tout au long de sa vie, tenté de juguler la violence de mon père en se sacrifiant en quelque sorte pour le neutraliser, et notamment pour ses enfants. C'est exactement, me semble-t-il, ce que fait le personnage de Sonia dans Makhno. On se demande ce qui attire Sonia chez cet être ultra-violent, une sorte de brute sanguinaire et paranoïaque. En réalité, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'héroïsme juif. J'espère un jour, mais je vous l'ai dit parce qu'on se connaît un peu et qu'on s'est retrouvé à Jérusalem à l'occasion d'un colloque sur Peggy, dont vous êtes aussi un lecteur assidu. Je vous ai dit qu'il faudra un jour raconter cette histoire parce qu'elle est très belle. Alors, nous terminons sur le questionnaire Pont-Neuf auquel vous n'allez pas échapper. Thierry Oswald, vous connaissez le principe, êtes-vous ceci, êtes-vous cela, êtes-vous Tolstoï, êtes-vous Dostoïevski? Alors, si je vous répondais en kesselien, je dirais que je suis les deux. Parce que Tolstoï et Dostoïevski, d'après Kessel lui-même, sont ses deux maîtres
en littérature, et il les a lus et relus, notamment les frères Karamazov, notamment Guerre et Paix, et il s'en inspire énormément. D'ailleurs, dans Makhno la Juive, c'est un mélange de Tolstoï et de Dostoïevski. J'ai bien noté. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo? Alors, sans hésiter, Balzac, pour une raison simple, c'est que avant Kessel, je travaillais Mérimée, qui était inspecteur des monuments historiques et qui fréquentait beaucoup Hugo et qui est, au 19e siècle, on peut dire l'anti-Hugo. Donc j'ai appris à connaître Mérimée et finalement à me méfier des épanchements hugoliens. C'est la raison pour laquelle je serai plus balzacien que hugolien. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Alors là, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre, mais je dirais que là aussi, je vous fais une réponse de Normand, je serai les deux. Maïmonide, dans la mesure où il était cordoban et juif espagnol, et dans mes racines, il y a beaucoup de juifs espagnols, comme je vous l'avais dit. Ça vibre en moi, mais de l'autre côté, je suis né à Chalon-sur-Marne, en Champagne, à la ville même la région même où Rachi exerçait, et je suis très sensible à l'apport théologique de Rachi qui avait promu l'explication de texte en français. Êtes-vous d'un mot Soutine ou Modigliani? Je ne saurais pas vous répondre, parce que je les connais fort peu l'un et l'autre, et je ne pourrais pas trancher entre les deux. Il y en a en tout cas un qui est Ashkenaz et l'autre qui est séfarade. Donc, c'est difficile. Alors, optons pour le séfarade. Très bien. Bonne réponse, monsieur Oswald. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Alors, ni l'un ni l'autre, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et je n'ai pas non plus de télévision ni de téléphone portable. Voilà, je sais, comme Kessel, la technique m'ennuie. Merci Thierry Oswald. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Et l'invité de Pont Neuf était Thierry Oswald pour la sortie en Pléiade de Joseph Kessel. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous.